Madame la présidente de la Société sénégalaise de pédiatrie, cher professeur Ndiaye, mesdames, messieurs, je voulais tout d'abord vous remercier de m'avoir convié à participer à votre congrès. Je suis ravi d'être parmi vous et je suis très touché par la qualité de votre accueil. La nutrition du prématuré est un des éléments clés de la prise en charge des enfants prématurés et dans tout service de néonatologie, on devrait trouver un collègue plus compétent en nutrition car l'impact de la nutrition, notamment dans les premiers jours de vie, est très important pour la vie future de ces enfants. En effet, le fœtus, au cours du dernier trimestre de la grossesse, a une croissance importante de l'ordre de 12 à 18 grammes par kilo et par jour. Et cette croissance est possible grâce à un apport très élevé en nutriments. Au fur et à mesure de la vie, le gain pondéral va diminuer et les besoins en nutriments vont également diminuer. Depuis de très nombreuses années, on sait dans les services de néonatologie que les enfants peuvent acquérir un déficit de croissance postnatale, ce qu'on appelle le retard de croissance extra-utérin, d'autant plus marqué que les enfants sont très immatures. Et vous voyez qu'il y a une vingtaine d'années, Nicolas Hambleton avait démontré que dès qu'il y avait un déficit en protéines, il y avait un déficit en énergie et un déficit en croissance, et que si des enfants naissaient avec une croissance correcte estimée par le Z-score, en fin d'hospitalisation, on pouvait arriver à -2 déviation standard de Z-score. Cette étude rapportée par Jeff Orbar il y a 7 ans montre l'évolution de la qualité de la croissance extra-utérine chez 300 000 enfants pesant 500 à 1500 grammes. Et vous voyez qu'au début des années 2000, 65% d'entre eux finissaient leur séjour à l'hôpital avec un poids inférieur au 10e percentile, et 10 ans plus tard, c'était 50%. Et pour ce qui est des enfants avec un poids inférieur au 3e percentile, on était à 40% au début des années 2000 et à 28% au milieu des années 2010-2015, donc encore un taux extrêmement important. Et puis, très récemment, des collègues chinois ont fait une grande étude prospective multicentrique en Chine sur l'impact du retard de croissance extra-utérin. Et vous voyez qu'ils sont partis d'un peu plus de 2000 enfants. Parmi ces 2000 enfants, 133 sont nés avec un petit poids pour l'âge gestationnel et, in fine, 98% d'entre eux ont développé un retard de croissance extra-utérin, 89% inférieur au 3e percentile, 9% entre le 3e et le 10e percentile. Alors que si l'on prend les enfants qui avaient un poids de naissance correct pour l'âge gestationnel, malgré tout, presque la moitié d'entre eux, 46%, développent un retard de croissance extra-utérin, c'est-à-dire 20% inférieur au 3e percentile et un quart entre le 3e et le 10e percentile. Même les enfants trop gros pour l'âge gestationnel peuvent présenter ce déficit de croissance avec un impact un peu plus faible puisque l'incidence est de l'ordre de 8%. Si on regarde en fonction de l'âge gestationnel et du poids de naissance, on constate, comme on s'y attendait, que l'incidence du retard de croissance extra-utérin est d'autant plus important que l'âge gestationnel est faible. Il est de 55% chez les moins de 28 semaines, 50% 28-29, peu de différence entre 29 et 30 semaines, et autour de 45% pour les 30-31 et 31-32 semaines. Si l'on regarde à partir du poids de naissance, ce retard de croissance extra-utérin touche 80% des enfants de moins de 1000 grammes, 65% des enfants de 1000 à 1250 grammes, et encore 46% des enfants entre 1200 et 1500 grammes. Donc c'est un élément important sur le plan santé publique. Alors peut-on trouver des différences entre ceux qui auront une croissance correcte, 1325 enfants, et ceux qui vont développer ce retard de croissance, 1200 enfants? Ceux qui développent un retard de croissance ont donc un âge gestationnel un peu plus faible. Alors, ce n'est pas énorme, mais c'est comme les chiffres sont importants, c'est statistiquement significatif. Ils ont également un poids de naissance moyen qui est un peu plus faible et leur vélocité de croissance n'est pas tout à fait la même puisqu'elle est de près de 16 grammes kilo jour chez ceux qui ont une croissance normale contre 14 grammes kilo jour chez ceux qui ont un retard de croissance extra-utérin. Et l'on retrouve deux facteurs favorisants maternelle au cours de la grossesse, l'hypertension artérielle gravidique, qui est presque 3 fois plus importante dans ce groupe avec retard de croissance extra-utérin, et à l'inverse, le diabète gestationnel pourrait être un facteur protecteur. Si l'on s'intéresse de plus près à l'alimentation, on voit bien sûr des différences très significatives entre les deux groupes.
4 heures de retard au démarrage de l'alimentation entérale, 20 heures versus 24 heures, 9 jours de plus pour avoir une alimentation entérale complète, c'est-à-dire de l'ordre de 150 à 160 millilitres kg/jour, et donc forcément une durée d'alimentation parentérale plus importante dans le groupe avec retard de croissance intra-utérin, et globalement un déficit en calories et un déficit en acides aminés, qui ne paraît quand même pas très important puisqu'on est en dose cumulative pendant la première semaine à 16 grammes kg/jour versus 16,3 grammes kg/jour, mais avec des écarts types qui sont assez importants. Et donc, on voit des différences. Pour la dose cumulée en acides aminés pendant l'hospitalisation, on passe de 38 à 53 grammes kg/jour. Pour également la dose cumulée en graisse et pour les quantités de lait maternel. Donc, c'est un phénomène important. À la naissance, comme vous le savez tous, les apports transplacentaires continus sont interrompus brutalement et donc le néonatologue, dès que possible après la naissance, doit assurer des apports optimaux afin d'éviter le déficit nutritionnel, le retard de croissance extra-utérin et la nécessité d'une croissance de rattrapage qui a un certain coût. Des apports hydroélectrolytiques pour éviter la déshydratation, notamment les pertes insensibles qui peuvent être très importantes chez les plus petits prématurés. Des apports en protéines pour éviter le catabolisme, et l'objectif est de mettre ces enfants en situation anabolique le plus rapidement possible. Des apports énergétiques pour éviter bien sûr l'hypoglycémie, mais pour permettre tout le fonctionnement cellulaire et apporter l'énergie suffisante, notamment la production d'ATP pour toutes les réactions enzymatiques, et un apport correct en minéraux pour éviter l'hypo ou l'hyperphosphorémie, mais également l'hypocalcémie, etc. Commençons par les apports en énergie et en protéines. La synthèse protéique est l'élément principal déterminant de la croissance. Or, un enfant qui naît très prématurément va continuer à avoir une croissance cellulaire, en particulier au niveau cérébral pour les plus extrêmes prématurés. Or, pour assumer cette croissance, il faut apporter de l'énergie. C'est un processus qui demande beaucoup d'énergie. Et d'où vient cette énergie? Elle provient de l'énergie libérée par l'oxydation des glucides et des lipides. Comment peut-on essayer d'approcher les besoins en protéines? Globalement, les apports compensant la perte protéique sont estimés entre 1 et 1,5 g par kilo et pas de jour. Les apports permettant d'assurer une croissance optimale de l'ordre à 16-20 g kg/jour sont de 1,9 à 2,6 g par kilo et par jour. Si l'on considère que le taux d'absorption protéique est de l'ordre de 83 à 92%, ça veut dire qu'on doit avoir un apport minimal d'au moins 3,2 à 3,5 g kg/jour et un apport maximal de l'ordre de 4,4 à 4,9 g par kilo et par jour. Dès la naissance, les sociétés savantes recommandent de façon consensuelle un apport d'au moins 1,5 g kg/jour avec une augmentation quotidienne pour aboutir assez rapidement à 3,5 g kg et par jour. Si l'on apporte des protéines sans énergie, ces protéines ne seront pas utilisées correctement et donc il faut un apport énergétique suffisant, estimé entre 30 et 40 kcal par gramme d'acide aminé, soit 3 g de protéines pour 100 kcal. Et des apports énergétiques non protéines qui sont d'au moins 65 kcal par kilo et par jour. Attention, les besoins en alimentation parentérale sont un peu plus faibles qu'en alimentation entérale. En effet, en alimentation entérale, il se produit des mécanismes d'absorption et d'utilisation au sein de l'intestin. Et de même, les acides aminés vont être soit métabolisés, soit convertis en d'autres acides aminés, aussi bien dans l'intestin que dans le foie. Ce travail montre une relation linéaire indiscutable entre l'apport quotidien en protéines exprimées en grammes kilo-jour et la capacité de retenir de l'azote. Et donc ça, c'est un graphe qui a été poulé à partir d'un certain nombre d'études publiées, dont des auteurs très importants, Patty Turenne aux États-Unis
et Hans van Groedever aux Pays-Bas. Et vous voyez que lorsque l'on est juste à un apport de 1 g kg, il n'y a pas de rétention azotée. Et pour avoir une rétention azotée satisfaisante, il faut largement atteindre, voire dépasser 2,5 g par kilo et par jour. Est-il dangereux d'apporter trop de protéines trop tôt? Et ça, on peut l'évaluer par la mesure du taux d'urée sérique. Et vous voyez que ce diagramme montre qu'il n'y a pas de corrélation entre l'apport protéique en grammes kilo-jour et le taux d'urée sérique, avec d'extrêmes variations pour les différentes quantités. Vous voyez qu'on peut avoir un taux d'urée qui est élevé avec 1 g kg et qui est parfois plus élevé qu'avec 4 g kg de protéines. En fait, ce qui compte pour l'urée, c'est la corrélation inverse entre l'âge gestationnel et le taux d'urée. Plus l'âge gestationnel est faible, plus le taux d'urée est élevé, et ceci n'est pas lié à l'apport en protéines. Donc un apport élevé en protéines n'est pas dangereux pour l'organisme. Sur cette étude rétrospective, avec des apports au premier jour de vie de 0,4 g par kilo par jour d'acides aminés avec 31 kcal par kilo et par jour, pour aboutir au 7e jour de vie à 2,9 g par kilo par jour d'acides aminés, ce qui est tout de même en dessous des recommandations, et à seulement 80 kcal par kilo et par jour, on s'aperçoit quand même que si l'on prend les apports d'acides aminés pendant la première semaine et le devenir du développement mental selon l'index de Bayley à 18 mois, avec beaucoup de pondération sur la valeur de ce paramètre à 18 mois, vous voyez que lorsque l'on passe de 1 g kg/jour à 2 g kg/jour, on gagne quand même 8 points d'index de Bayley. On passe d'un petit niveau, 75, à 83. Il en est de même pour les apports énergétiques. Si l'on passe simplement de 50 à 60 kcal par kilo et par jour, on gagne également 5 points d'indice de Bayley pour passer d'à peine 75 à environ 80. Petit rappel physiologique sur les apports énergétiques. Les apports énergétiques que nous apportons à tout âge de la vie doivent couvrir les besoins en énergie métabolisable et en perte énergétique, c'est-à-dire la perte qui est observée dans les selles et dans les urines. L'énergie métabolisable, elle représente à la fois l'énergie dépensée. L'énergie dépensée, c'est l'énergie nécessaire pour le métabolisme de base, pour l'activité physique, même si elle est réduite chez nos enfants prématurés, pour les synthèses cellulaires et tissulaires, et pour la thermorégulation. Et il faut bien sûr de l'énergie stockée pour justement pouvoir avoir une réserve énergétique. Elle est stockée dans les graisses, dans les protéines et dans le glycogène. Voici quelles sont les recommandations pour les apports en énergie. Dans les 2 premiers jours de vie, il faut arriver à apporter entre 45 et 55 kcal par kilo et par jour. Et donc il faut trouver les apports nécessaires, et l'on sait très bien que chez les extrêmes prématurés ou les enfants qui ont un gros retard de croissance intra-utérin, les apports glucidiques sont parfois difficiles à métaboliser parce que le pancréas est très immature et il peut y avoir soit un défaut de sécrétion d'insuline, soit une résistance à l'insuline. Et il faut parfois simplement 6 à 6,5 g par kilo et par jour de sucre pour avoir déjà une hyperglycémie. Or, 6 à 6,5 g par kilo et par jour de sucre, ça fait très peu de calories, donc il faut une autre forme de calories. Et en routine, de façon standard, il faut que les enfants arrivent à recevoir environ 120 kcal par kilo et par jour, en se rappelant que lorsqu'il y a un apport entéral, il y a environ 30 kcal par kilo et par jour qui sont perdus ou qui sont utilisés par l'intestin. Depuis de très nombreuses années, le concept de minimal enteral feeding est bien connu, c'est-à-dire que dès les premières heures de vie, il faut apporter de toutes petites quantités d'alimentation entérale afin d'assurer la trophicité des entérocytes et pour permettre la mise en place des différentes sécrétions hormonales notamment. Tant que l'enfant reçoit de faibles volumes de lait, il faut un complément en alimentation parentérale.
Globalement, on dit qu'il faut atteindre entre 80 et 120 millilitres kilo jour d'apport entéral pour arrêter une alimentation parentérale. Mais lorsque l'enfant reçoit de faibles volumes de lait, c'est-à-dire moins de 25 millilitres par kilo et par jour, l'absorption des nutriments est considérée comme négligeable, de sorte qu'il ne faut pas prendre en compte dans les apports totaux l'apport énergétique fourni par la voie entérale. Donc ça, c'est un point important dans les calculs qu'apprend tout bon interne de néonatologie en une semaine. Donc nous avons vu qu'il fallait des apports caloriques importants, que les apports en sucre ne permettaient pas de l'apporter, qu'il faut une énergie fournie par les protéines et une énergie non protéique. Et comment peut être fournie cette énergie non protéique? Par un apport en lipides. Et effectivement, cette énergie non glucidique est importante puisque c'est 9 kilocalories par gramme de lipides. Elle a l'avantage d'être iso-osmolaire et de permettre des quantités de calories importantes avec un faible volume. En effet, si l'on utilise des solutions à 20%, 1 millilitre d'une solution à 20% va apporter 2 kilocalories. Donc ça nous simplifie la vie pour les calculs. Et lorsque les enfants sont soumis à une alimentation parentérale totale, c'est-à-dire tant qu'ils n'ont pas au moins 25 kJ d'apport entéral, cette alimentation parentérale doit fournir 25 à 50% des calories sous une forme non protéique. En outre, ces lipides ont un rôle structurel et fonctionnel. En effet, ils vont permettre l'incorporation de phospholipides dans les membranes cellulaires. Ces phospholipides sont indispensables à la stabilité des membranes cellulaires. Ils vont participer à la modulation de la réponse inflammatoire. Souvenons-nous que si le nouveau-né peut synthétiser des acides gras polyinsaturés à longue chaîne, comme l'acide doxohexaénoïque ou l'acide arachidonique, ce à partir des acides gras essentiels que sont l'acide linoléique et l'acide alpha-linolénique, il ne peut pas les synthétiser en quantité suffisante. Et donc, l'alimentation doit fournir ces acides gras essentiels. Et enfin, l'administration de ces lipides permet l'administration et l'utilisation des vitamines liposolubles A, D, E, K. Voici quelles sont les émulsions lipidiques disponibles, en tout cas en France, avec des émulsions à 20%, là encore pour que 1 millilitre apporte 2 kilocalories. Les intralipides sont composés à 100% d'huile de soja. Ils ont un apport en phytostérol qui est de 348 mg par litre et un apport en vitamine E qui est très faible puisque c'est 0,5 mg par gramme d'acide gras polyinsaturé et un apport oméga 6 et oméga 3 qui n'est pas très satisfaisant. À quoi servent les phytostérols? Ce sont des inhibiteurs de l'élimination de la bile et donc ce sont des éléments qui peuvent peut-être limiter la cholestase que l'on voit rapidement lorsque les enfants sont en alimentation parentérale totale ou exclusive. L'acide linoléique permet 20% d'apport lipidique sous forme de soja et 80% sous forme d'olive, avec également un rapport oméga 6 oméga 3 qui n'est pas très satisfaisant, un taux de phytostérol qui est également peu élevé, qui est également très élevé, pardon, et la vitamine E qui est beaucoup plus intéressante que dans les intralipides. Les médialipides sont représentés par 50% de soja et 50% de coco, qui va permettre de fournir des acides gras à chaîne moyenne, un rapport oméga 6 oméga 3 qui est de 7/1, beaucoup moins de phytostérol et beaucoup plus de vitamine E. Et enfin, le SMOF lipide. Donc le SMOF lipide qui est un mélange de 30% de soja, 25% d'olive, 30% de coco et 15% d'huile venant de poisson, ce qui permet d'apporter des acides gras à chaîne longue. Le rapport oméga 6 oméga 3 est beaucoup plus favorable et surtout le taux de phytostérol est extrêmement bas, ce qui en théorie permet de lutter contre la cholestase. Et effectivement, quelques travaux, à confirmer à plus grande échelle, ont montré que les enfants qui recevaient dans l'alimentation parentérale du SMOF lipide avaient plutôt un petit peu moins de cholestase sévère et avec également un taux de vitamine E intéressant qui est de l'ordre de 3,8 comme avec les médialipides milligrammes par gramme d'acide gras polyinsaturé. C'est la raison pour laquelle j'ai plutôt choisi d'utiliser le SMOF dans nos préparations d'alimentation parentérale. Mais
il faut avoir une surveillance de l'apport de ces lipides par voie intraveineuse, en particulier doser les triglycérides sériques, probablement 1 à 2 jours après le début, ou chaque fois que l'on doit adapter la dose de lipides. Si le taux est supérieur à 3 mmol par litre, soit 265 mg par décilitre, il faut réduire les apports intraveineux. Si le taux est supérieur à 5 mmol par litre, soit 440 mg par décilitre, il faut suspendre provisoirement l'apport lipidique pendant quelques jours. Chez un enfant à terme à jeun, le taux de phospholipides est compris entre 1,7 et 2,3 mmol par litre, soit 150 à 200 mg par décilitre. Et attention, pour les enfants les plus immatures, notamment inférieurs à 27 semaines, se méfier d'un apport lipidique excessif en pleine phase d'infection. Il est conseillé de les réduire, voire même de les supprimer, en tout cas très transitoirement. Un tout petit mot sur les apports en minéraux qui sont importants, juste pour se souvenir qu'il existe une corrélation positive entre le poids du corps et le contenu minéral osseux, et je fais référence à des travaux qui ont été conduits par l'équipe du professeur Salle au début des années 1990, et un travail également effectué par le professeur Salle sur 15 prématurés pour évaluer le taux de calcium et de PTH au sang du cordon et jusqu'au 30e jour de vie. Et vous voyez qu'il existe une diminution physiologique du taux mesuré au sang du cordon qui est corrélée au taux de calcium de la mère, donc il faut qu'elle reçoive de la vitamine D, avec une diminution physiologique, donc il y a une hypocalcémie physiologique que l'on peut tolérer, qu'il n'est pas nécessaire de traiter, et vous voyez qu'au 5e jour de vie, les enfants reprennent une calcémie normale. Et on s'aperçoit qu'à la naissance, le taux de PTH est très bas, il va monter bien évidemment de façon importante tant que la calcémie reste basse, pour se normaliser à partir du 10e jour de vie. Alors, quelques types de lait à utiliser en alimentation entérale. Donc, les dénominations internationales sont les suivantes. Le lait anonymisé, c'est du lait qui vient d'une mère, qui est une donneuse, et qui va le donner à d'autres enfants que le sien. En France, ce lait est pasteurisé, donc transformé, chauffé, et délivré par le lactarium sous une forme congelée ou lyophilisée. Le lait personnalisé, c'est le don de lait d'une mère à son propre enfant. Il est également pasteurisé et délivré par le lactarium sous une forme uniquement congelée. Enfin, le lait cru, c'est le lait maternel qui n'a subi aucune modification, qui est donné directement par la maman, soit en maternité, soit dans un service de néonatologie, et qui doit être utilisé dans les 48 heures après l'avoir conservé, bien évidemment, au réfrigérateur. Depuis des travaux qui datent des années 1976, qui ont été effectués par l'équipe de Toronto de Paul Swyer, mais également avec Jacques Santerre, Jacques Rigaud à Liège et Guy Putet, Bernard Salle à Lyon, on sait qu'il faut fortifier le lait maternel dont la composition ne permet pas de couvrir les besoins indispensables en calories, en protéines, en sels minéraux, en calcium, en sodium pour l'enfant très prématuré. Et parmi les différents fortifiants, on a actuellement le Fortipré qui est assez intéressant, qui apporte 3,6 g de protéines pour 100 kcal. Ce sont des protéines qui sont toutes partiellement hydrolysées, nous reverrons ça tout à l'heure, et qui permettent également un apport en acides gras polyinsaturés et en TCM. Et donc pour 100 kcal, on a un apport énergétique de 435 kcal, 3 g de protéines, 3 g de glucides, 1,8 g de lipides, 92 mg de sodium, un rapport calcium-phosphore assez intéressant, 189 et 110 mg, et surtout un apport important en fer de l'ordre de 4,5 mg. Voici quelques exemples de lait prématuré que nous utilisons en France. Le Prégalia étape 1, qui apporte 80 kcal pour 100 ml, 2,7 g de protéines, 8% de TCM, 20 mg de DHA et d'ARA et 3 mmol de sel. Donc ça, c'est un lait qui est tout à fait adapté à des grands prématurés qui ont besoin d'une croissance importante. Assez proche du Prédigose Expert étape 1, de nouveau 80 kcal pour 100 ml, un petit peu plus de protéines, un petit peu plus de TCM, la même quantité d'acides gras importants, DHA et ARA, et peut-être un tout petit peu moins de sodium. Et lorsque cette période de croissance importante est passée, il faut à ce moment-là bien évidemment diminuer les apports et utiliser des laits de type étape 2 qui apportent 72 kcal pour 100 ml, ce qui est largement suffisant,
beaucoup moins de protéines, 2 grammes pour 100 millilitres, toujours des TCM, toujours des acides gras essentiels et beaucoup moins de sodium, puisque ça correspond en général à des enfants qui ont atteint le terme de 34 semaines et donc leur maturité tubulaire, qui n'ont plus besoin de compenser des pertes importantes de sodium par voie tubulaire de fait de l'immaturité. Ce tableau montre les recommandations de la Société européenne de gastroentérologie et nutrition parentérale pour des apports pour 100 millilitres. Donc vous voyez qu'il faut entre 73 et 90 kilocalories, qu'il faut un certain nombre de quantités, et bref, il y a différents types de lait qui permettent de les apporter. Je passe un petit peu vite pour m'attarder sur des fortifications standardisées qui existaient en France en 2013. Je vous rapporte ici les travaux du professeur Jean-Charles Picot, qui travaille à Lyon, et qui avait étudié un certain nombre de compositions du lait maternel seul, du lait maternel avec 4% d'éoprotéine, avec 4% de supplétine, avec 4% de fortipré, 5% de fortipré, 8% de supplétine, et les recommandations de l'ESPGA. Et vous voyez que pour des apports de 160 ml kg/jour, lorsqu'on utilise trop de fortifiants, on dépasse largement les apports caloriques et qu'avec 4% de fortipré, on est exactement dans ce qui est recommandé par le SPGAN, à la fois en énergie, en protéines, 3,2 grammes pour 100 ml, en lipides, 6,7, en glucides, un petit peu au-dessus, en calcium, 152, en phosphore, 82 pour une fourchette de 60 à 90, en fer, 2,3 et en sodium, 2,6. Mais attention à l'osmolarité. L'osmolarité du lait maternel est de 295 milliosmoles par litre. Et on sait très bien que parmi les facteurs concourant à développer une entérocolite nécrosante, il n'y a pas que la taille des protéines, mais il y a également l'osmolarité. Et donc, dès que l'on fortifie le lait maternel, on augmente l'osmolarité, et vous voyez qu'elle est déjà importante, autour de 400 milliosmoles, avec du lait maternel enrichi avec 4% de fortipré, et que si on utilise, comme ça avait été recommandé par le fabricant, 8% de supplétine, on a des osmolarités beaucoup trop importantes, donc à éviter. Enfin, il faut regarder la composition des protéines, et vous voyez qu'avec le fortipré, on n'a pas de caséine, mais que des protéines solubles, et qu'avec le fortipré, 99% des protéines ont un poids moléculaire inférieur à 1200 Dalton. Avec l'ioprotéine, c'était 69% inférieur à 1000 et 15% entre 1000 et 2000, et avec la supplétine, c'était 82% inférieur à 1500 Dalton. Donc le fortipré, outre sa composition intéressante, a également une majorité, pour ne pas dire la totalité, de ces protéines de très faible poids moléculaire et n'apporte pas de caséine. L'alimentation entérale doit être démarrée le plus rapidement possible, même chez les extrêmes prématurés et les enfants de très faible poids de naissance, c'est-à-dire dès les premières heures de vie. La seule contre-indication étant l'état hémodynamique instable. On peut également donner directement du colostrum, par exemple 0,1 ml dans chaque joue, à la seringue, y compris chez le bébé intubé ou à jeun. Chaque fois que c'est possible, on utilisera le lait cru ou le lait personnalisé et on prendra un relais au lait artificiel. Idéalement, à partir de 34 semaines et 1800 grammes si le stock est suffisant, et si le stock n'est pas suffisant, on peut tolérer à partir de 32 semaines d'âge corrigé et un poids de naissance de 1500 grammes. Et donc pour finir, je rappelle qu'il est indispensable de bien connaître les objectifs de croissance et de les suivre régulièrement. C'est indispensable, c'est-à-dire que dans un dossier bien tenu, au moins une fois par semaine, on doit avoir une idée des apports de l'enfant en volume, en calories et de sa croissance pondérale en grammes kilo-jour. Il faut bien sûr connaître la composition des laits artificiels et des fortifiants. Il faut suivre régulièrement la croissance, poids, taille, périmètre crânien et le taux d'urée. Si l'enfant ne grossit pas, le taux d'urée est bas, on peut rajouter des protéines. Démarrer très progressivement la nutrition entérale, savoir l'augmenter raisonnablement, mais pas trop lentement, ni trop vite. Évidemment, s'évaluer et connaître son taux d'entérocolite nécrosante, c'est absolument indispensable. Et clairement, le retard de croissance extra-utérin n'est pas une fatalité. Dans le service dirigé par le professeur Jean-Charles Picot, le taux de RCU chez des enfants de moins de 27 semaines est extrêmement faible, avec un très bon neurodéveloppement à moyen terme. Et enfin, j'insiste sur la relation entre la qualité et la quantité de l'alimentation précoce et la qualité du neurodéveloppement ultérieur. Cela représente un enjeu majeur pour les néonatologues que nous sommes. Enfin, ne pas confondre
besoins du prématuré en énergie, en protéines pendant l'hospitalisation et les besoins du nourrisson à la maison, où il y a besoin que effectivement des laits pauvres en protéines, 1,2 à 1,3 grammes pour 100 millilitres. Je vous remercie de votre attention.